Bonjour, merci d'être présent. Donc, on propose d'organiser cette table ronde dans le cadre de l'exposition Au-delà du terrain, qui réunit donc la photographe Emma Riviera et Camilo León Quijano, qu'on ne peut avoir qu'en visio, qui est photographe et anthropologue. Il est actuellement postdoctorant à l'université d'Aix-Marseille. Alors en fait, donc Emma a réalisé une résidence artistique à Colomiers durant 3 mois, donc à partir du mois de novembre 2023 jusqu'à février 2024, où elle a travaillé sur l'histoire populaire du sport à Colomiers. Donc tu pourras ensuite nous présenter un peu plus, de manière un peu plus concrète ton travail. Et dans le cadre de l'exposition, on expose un chapitre de la thèse de doctorat de Camilo. Un chapitre donc, qui se concentre sur des rugbywomen, donc des jeunes joueuses de rugby en région parisienne, à Sarcelles. Et donc, tu pourras également nous présenter ton travail de manière plus concrète également. Et on a le plaisir d'inviter également Valérie Bonnet, qui est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, donc qui est juste ici. Et Nathalie Boursiac, ancienne sportive de haut niveau, formatrice et accompagnatrice de sportifs et d'entraîneurs. Voilà, juste ici. Donc à travers cette rencontre, nous souhaitons questionner les représentations des sportives et des sportifs, celles qui prédominent dans les médias et au contraire celles qui ne sont jamais rendues visibles. Donc en lien avec les travaux de Camilo et d'Emma, il s'agit en fait d'interroger la manière dont les sportives et les sportifs, professionnels comme amateurs, peuvent reprendre le pouvoir sur leur image et le discours qui y est associé. Donc voilà, 2 photographies d'Emma et de Camilo. Est-ce que peut-être, Camilo, tu veux commencer par présenter ton travail ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour des raisons de force majeure, mais je suis quand même content de pouvoir parler un petit peu de mon travail et de cette expo qu'on a conçue avec toute l'équipe du Pavillon Blanc, euh, qui est issue en partie d'un travail de recherche. Donc la spécificité de mon approche et de mon travail photographique, c'est que je mêle à la fois un travail issu des sciences sociales, une approche d'enquête qui vient directement des sciences sociales, en particulier de l'anthropologie, suivant une démarche qu'on appelle ethnographie. Donc l'ethnographie, c'est une méthode d'enquête qui consiste à passer du temps sur le terrain, rencontrer les personnes avec qui on veut interagir, comprendre la manière dont ils habitent, dont ils vivent, et on s'intéresse aux phénomènes sociaux et culturels à partir de cette méthode. Et donc, c'est parce que je faisais une ethnographie à Sarcelles, donc une ville qui est située 15 km au nord de Paris, qui est un peu une ville symbole des banlieues françaises, à laquelle je suis arrivé un peu par hasard fin 2014, que j'ai commencé à mener une recherche ethnographique pour comprendre la manière dont l'image de la ville se façonne socialement, à partir d'un ensemble de méthodes et de techniques photographiques. Donc c'est la caractéristique de mon approche, c'est que je mobilise l'image pour comprendre justement tout ce côté, les phénomènes sociaux que je suis en train d'étudier. Et cette mobilisation de l'image passe par différentes étapes et par différentes techniques. Et ce on a voulu montrer dans le pavillon, c'est une de ces démarches, que c'est la photoethnographie. Donc, c'est utiliser, créer des images, partager des images pour comprendre la manière dont les habitantes et les habitants voilà, de la ville que j'étais en train d'étudier vivent un espace. Et évidemment, on ne peut pas comprendre la vie d'une ville comme Sarcelles sans passer par le sport. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis focalisé aussi à une partie, dans une partie de ma recherche sur une équipe de rugby de jeunes femmes du collège de Chantraine, que j'ai pu rencontrer grâce à la rencontre avec leur coach, Florian Clément. Et donc, pendant un peu moins d'un an, j'ai suivi ces groupes de jeunes joueuses à Sarcelles, et j'ai photographié leur quotidien. Et voilà, je ne sais pas si je continue aussi avec les autres photos donc, qui accompagnent cette exposition, puisqu'il n'y a pas uniquement ce travail de recherche, il y a aussi d'autres photos, ou si je te laisse, Emma, parler de ton expérience. Peut-être que tu pourras aussi peut-être appuyer un peu plus concrètement ton approche et ta manière de travailler au fur et à mesure. Est-ce que Emma,
tu veux Mhm. présenter ton travail? Mon travail en général ou celui que j'ai fait ici? Je vais faire un point avec l'approche de Camilo. C'est que je ne suis pas du tout anthropologue, loin de là. Mais je pense que dans ma démarche, il y a, de manière bien moins précise, il y a une approche pareille du terrain, de rencontrer les gens pour essayer de comprendre ce que je pourrais faire ressortir dans les photos avec eux, de comprendre comment ils vivent, ce qui les intéresse, en l'occurrence dans ce travail que j'ai mené à Colomiers, et dont l'idée de base était de trouver des familles qui avaient pour passion un sport le sport en tout cas, ou des sports qui se transmettaient entre eux, et de comprendre euh, de comprendre cette passion, comment ils se la transmettaient, et de comprendre le sport non pas par le biais forcément du terrain et de la pratique sur le terrain, mais plutôt de l'intimité, de la transmission, du souvenir, de ce que ça leur apportait, de ce qu'ils engageaient d'eux-mêmes là-dedans. Et donc j'ai cherché, on va dire, entre guillemets, j'ai fait une sorte de casting pour trouver des familles qui pourraient correspondre. D'abord par les clubs de la ville de Colomiers qui sont très nombreux, mais aussi par Internet et les journaux locaux qui sont une mine d'or pour, en général, savoir l'actualité et ce qui se passe pour les habitants d'une ville. Et donc, à la fois grâce au club et grâce à la dépêche, j'ai trouvé 3 familles. Donc, une qui fait de la pétanque depuis 4 générations, de Dunkerque à Colomiers, où il y a vraiment du coup cette notion de transmission et d'archivage aussi de cette passion, parce qu'ils ont toutes les coupures de journaux, les photos de l'époque. Ils sont assez fiers de ça, je pense. Ils ont plein d'objets, de coupes, de souvenirs liés à ça. Une autre famille qui fait de la natation synchronisée depuis beaucoup moins de temps, mais où donc la mère et les 2 enfants partagent cette passion pour l'eau, parce qu'ils ont toujours fait des sports en rapport avec l'eau, que ce soit la natation tout court ou le kayak ou des choses comme ça, et dont le fils est le premier nageur homme du club. Et donc c'était intéressant par rapport aux clichés qu'il peut y avoir dans certains sports et certaines pratiques qui sont assez genrées. Et la troisième famille qui fait une multitude de sports, qui est une famille columérine qui a connu Colomiers à l'époque où c'était un village, et qui pratique le foot, la GRS, donc la gymnastique rythmique et sportive, et les sports mécaniques. Et ils ont tous un niveau qui, on pourrait dire, est presque professionnel, mais qui reste amateur, parce que, en l'occurrence, c'est soit des sports où il y a peu d'argent, peu médiatisé, soit des sports celles qui pratiquent sont des femmes. Et donc, il y a cette question de la rémunération et de la limite que je trouve très poreuse entre professionnels et amateurs, parce que ces filles dédient vraiment, je dirais, une grosse part importante de leur vie à leur passion. C'est un investissement familial de vraiment toute la famille, corporel, parce qu'elles en subissent aussi bah, les, les stigmates aussi sur leur corps. Et donc c'est à la fois un projet qui regroupe des photos que j'ai fait avec ces familles, des photos que eux m'ont données de leurs archives personnelles, et des interviews par rapport à des sujets qu'on avait trouvés ensemble, qui me paraissaient importants et qui revenaient souvent quand on discutait. Voilà. Merci. N'hésitez pas à interagir, parce que de par vos 2 parcours, Nathalie, vous êtes ancienne sportive de haut niveau, et vous êtes aussi coach. En tout cas, vous coachez à la fois des entraîneurs et des joueurs. Donc si vous voulez réagir par rapport à leurs travaux, ou en tout cas si ça vous évoque des choses. Oui, du coup j'écoutais attentivement. Merci pour l'invitation, parce que c'est vrai que de proposer un espace où se croisent le monde du sport et le monde artistique, pour moi ça fait beaucoup de sens, parce que c'est des mondes que j'aime beaucoup relier aussi.
au travers de mes accompagnements, puisque j'accompagne aussi des artistes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Je trouve aussi qu'au travers de la photo, ça nous permet d'amener vraiment un regard différent et moins, comment dire, à la fois il y a ce côté documentation, mais à la fois ça nous apporte quelque chose de brut, de sincère, d'authentique. En tout cas, en regardant vos photos, que ce soit Camilo ou toi Emma, c'est ce que j'ai ressenti, qu'il y avait une sorte de proximité. Et sans connaître forcément les personnes que vous avez photographiées, en fait, on se plonge très rapidement dans leur univers et en fait, dans ce qui fait les contours de leur lien eux-mêmes avec le sport. Donc, merci pour ça. Je trouve que c'est intéressant d'amener ça dans le monde du sport qui est aussi hyper normé, avec beaucoup de représentations, on va sûrement en parler. Donc voilà ce que ça m'évoquait en tout cas déjà sur la première présentation. Moi, je vais réagir, pas sur ce qu'a dit Camilo, parce que c'est un collègue, mais déjà sur le documentaire qu'a fait Emma, que j'ai vu hier. Et moi, je le conseillerais à tous les étudiants de STAPS, parce que c'est une excellente illustration de la sociologie du sport, vraiment. Et sur ce qu'a dit Nathalie, parce que en fait, mes collègues qui travaillent en sociologie de la vocation, la sociologie des carrières sportives, ont en fait souvent des références sur la sociologie des carrières musicales et des carrières artistiques, parce qu'il y a beaucoup de croisements en termes d'investissement, y compris corporel, notamment si on pense aux violonistes, qui ont quand même énormément de troubles musculo-squelettiques, au même titre que les gymnastes. Et les investissements familiaux sont les mêmes. Et l'idée de don et de vocation est exactement la même. Merci. On aura l'occasion en tout cas de revenir sur tous ces points. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais Camilo, tu as publié en tout cas une adaptation de ta thèse aux éditions de l'EHESS l'année dernière. Et je voulais vous partager une citation que tu proposes dans ton livre de Margaret Duncan. Donc, il est écrit « Margaret Duncan montre de son côté à quel point les photographies sportives propagent des stéréotypes genrés, où les femmes sont généralement représentées sous des angles inférieurs au niveau des yeux, ce qui suggère leur petitesse et leur infériorité, tandis que les athlètes masculins sont souvent représentés sous des angles supérieurs au niveau des yeux, ce qui suggère leur taille et leur supériorité. » Donc là, c'est plutôt dans le champ de la représentation que je voulais vous emmener dans un premier temps. Parce que je pense qu'en fait, entre vos deux approches, Camilo et Emma, il y a quand même vraiment des croisements qui s'opèrent à ce niveau-là, parce que vous avez vraiment travaillé sur la manière dont les personnes souhaitaient être représentées. Mais dans un premier temps, est-ce que Camilo, tu peux commenter cette phrase ? En fait, cette phrase renvoie à deux choses, ou cette partie en fait de ma thèse et mon travail de recherche. Renvoie au fait que, en fait, en sciences sociales, souvent, quand on utilise la photographie, on ne se soucie pas des choix qui sont tellement basiques dans le monde de la photo, du type point de vue, perspective, type d'objectif, type de support sur lequel on va aussi reproduire les images. Et un des arguments forts que je porte dans mon travail de recherche, c'est qu'en fait, toutes ces variables techniques liées à la production de l'image sont extrêmement importantes parce qu'elles vont produire un certain type d'imagerie. Et cette imagerie, elle s'encadre dans une histoire des représentations du sujet qu'on est en train de traiter. Et donc, moi, ce que je veux montrer, c'est que, par exemple, par rapport à l'angle de vue, c'est-à-dire si on photographie en plongée ou en contre-plongée, on va produire des représentations des personnes qu'on est en train de représenter différentes. Et en fait, c'est là qui rentre toute la question que pour moi est centrale, c'est la question du genre. C'est-à-dire que moi, ce que je me suis un peu intéressé à la littérature qui existait autour des représentations des femmes, des joueuses, notamment dans des journaux sportifs, dans lequel il y avait du coup cette étude de Margaret Duncan qui montrait à quel point un paramètre qui semblerait basique comme le point de vue, l'angle de vue, va justement déterminer cette petitesse ou cet agrandissement des personnes qu'on va essayer de représenter. Du coup, je me suis un peu positionné par rapport à cela et à partir des choix de base, le choix d'un objectif, un grand angle, mon positionnement, malgré le fait que j'ai fait 1m90, j'essayais quand même toujours de me jeter par terre et de faire des photographies en contre-plongée, justement pour me positionner de manière critique face à cette histoire des représentations de joueuses et de femmes de manière plus large, en fait, dans laquelle il y a
voilà, il y a ou bien une volonté expresse de cette petitesse, ou il y a une volonté peut-être aussi parfois inconsciente qui reproduit des visualités qui existent déjà sur ce sujet-là. Donc tout ça pour dire qu'il y a des choix qui sont peut-être pas si évidents en sciences sociales, mais qui sont plus évidents en photographie, qu'il faut un peu revoir pour pouvoir faire aussi le passage entre les deux milieux. Merci. Et toi, par rapport à ce cadrage photographique, Emma, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as réfléchi à ça ? Alors, moi, je pense que ne faisant pas la même taille que Camilo, et ça se pose à la fois... je pense que je me suis moins posé la question et ça vient plus naturellement, parce qu'en fait, j'ai toujours essayé, même quand je prends photo des enfants, de me mettre en général à hauteur de la personne. Mais je pense que c'est dû à ma taille. Enfin, c'est quelque chose de... Donc, à la fois, j'essaye quand même souvent de... je réfléchissais là par rapport à mes photos. J'essaie toujours d'adopter de réfléchir à si je veux me situer en hauteur. Enfin, c'est vraiment une question de code, les images. Même, je fais des études de cinéma avant, dans les films, quand il y a des plans... de dialogue entre deux personnes, comment on signifie qui a la dominance sur qui. Mais je pense que c'est quelque chose que je fais que j'ai fait assez naturellement. Et je pensais aux photos de la petite fille qui fait de la pétanque qui s'appelle Léna. Et j'étais en train d'essayer de me rappeler exactement. Tout d'un coup, je me disais, est-ce que je l'ai fait par au-dessus ou à son niveau ? Et je crois que je me suis mis à son niveau et que je suis en contre-plongée par rapport à elle. Bon, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question du coup. Et non, c'est quelque chose auquel... Et après, j'aime bien aussi les contre-plongées en général. Donc, c'est quelque chose avec lequel je joue souvent. Parce que, moi, j'ai le sentiment quand même que tu les as beaucoup pris en frontal, finalement, juste à hauteur de... Oui, aussi. Parce qu'il y a des photos où, en fait, j'aime bien... Toi, Camilo, on voit moins, comme tu disais... comme en tout cas, on l'a dit pendant que tu n'étais pas là hier, mais... le décor de béton de Sarcelles et tout ça. Et moi, au contraire, je trouve que le décor qu'il y a autour, c'est quelque chose qui m'intéressait comme indicateur déjà pour voir tous les objets que pouvaient avoir conservés les familles et les placer dans un décor qui est à la fois temporel, une époque, sociologique, et aussi pour rendre encore plus intime et personnel le décor... leur portrait, parce que je voulais pas les détacher vu que j'essaie de rentrer par le biais de l'intime dans le sport, je voulais au contraire les ancrer dans leur maison. Donc souvent ça a été frontal, mais les photos que j'ai fait dans les clubs, il y a plus... mais aussi, je pense que c'est un rapport du coup, c'est un moment où il y a plus d'action, et donc d'avoir des plongées ou des contre-plongées, c'est plus dynamique que quelque chose de frontal. Ça dépend aussi du lieu, pour moi. Pour resituer, Camilo, ce qu'on se disait hier par rapport à tes photos, c'est qu'en fait, tu avais quand même une focale très rapprochée sur les corps, et c'était ce que tu centrais en majorité, et que sur la plupart des photos, il y avait presque une disparition du béton, en fait, de la ville. Ouais. Oui, voilà, Et juste cette question de focale, c'est très important pour moi aussi. C'est-à-dire que si vous voyez les photos que je réalise, la plupart, elles sont faites avec un objectif grand angle, souvent à 28 mm, ce qui m'oblige d'une certaine manière à être très proche de l'action. Et c'est un lien aussi avec la démarche de l'ethnographie qui passe justement par l'observation participante. Donc, pour moi, le choix d'objectif est directement lié aussi à une expérience de recherche. C'est-à-dire qu'il faut être proche de cette action, il faut être proche des personnes pour comprendre la manière dont elles s'investissent dans le jeu et plus largement dans leur vie ordinaire. Je voudrais rebondir là-dessus pour faire un lien aussi, parce que moi, je n'ai pas exactement la même focale, mais peut-être que je ne vais pas parler de technique parce que ça risque peut-être de perdre des personnes. Mais j'ai, on va dire, le même objectif objectif d'appareil photo, hein, que Camilo. Et là, pour ce projet, j'ai utilisé un 50 mm qui est à peu près l'équivalent de la vision humaine. Donc, c'est ni une focale distante, ni très rapprochée. Mais dans l'idée, tout ce que je voulais faire, le lien avec Camilo, désolé, c'est pas très clair, c'était dans toujours cet esprit de... c'est moi qui, si je veux être proche des gens pour mes photos, c'est à moi de me rapprocher, c'est pas à mon appareil. Je ne vais pas zoomer c'est vraiment la question
d'aller directement parler à la personne, d'être le plus proche possible, d'être sur le terrain avec elle, quoi. Par rapport à ce que vous dites, en fait, il me semble qu'on est en train d'aborder un sujet hyper central, hyper important, et qui est en plus de ça transversal. C'est-à-dire que le microcosme du monde du sport qui nous occupe aujourd'hui, il vient mettre en avant certains stéréotypes ou représentations qu'on peut retrouver partout dans la société. Et au-delà de... Par la photo, moi c'est vrai que je trouve ça super, mais je n'y connais rien. Mais je suis juste une spectatrice. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de nous interroger. C'est-à-dire que du coup, là vous parlez des choix techniques qui font qu'on se sent plus proche, qu'on découvre les personnages avec un certain angle. Pardon, du coup j'utilise des... Mais bon, vous avez compris que moi je ne suis pas du tout de... Voilà. Et ça, pour le spectateur et pour le citoyen, je dirais même de manière générale, je pense que c'est hyper puissant. Parce que sans se rendre compte, Camilo, il en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, c'est conscient en fait de mettre en avant ou de travailler dans une direction qui conforte le stéréotype ou qui conforte une représentation, mais des fois c'est tout à fait inconscient et dans la plupart du temps c'est le cas en fait, c'est-à-dire que sur nous tous pèsent des conditionnements qui sont tellement forts que c'est le fait de ne plus s'interroger qui fait qu'on continue à les poursuivre et qu'en fait ils pèsent sur nos vies. Et donc par votre travail finalement vous nous poussez à nous interroger sur ces sujets et à voir les choses avec un autre angle, un autre prisme et du coup rien que ça je trouve que ça permet de se re-questionner sur quelle place on fait justement aux femmes, par exemple, dans le rugby. Pourquoi tous les sacrifices qu'on fait dans une famille, on en parlait un peu tout à l'heure, pour que les enfants puissent aller au bout de leurs projets, etc. Toute cette invisible aussi qui est derrière peut-être une médaille. Là, j'écoutais un podcast où il parlait de toute la complexité que c'est pour la plupart des athlètes de mobiliser un budget pour pouvoir juste préparer leur JO et que derrière les strass et les paillettes ou les couvertures de magazines, il y avait la vraie vie. Et du coup, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous donne accès à la vraie vie, du coup. C'est le revers de la médaille, non ? Oui. Et peut-être Valérie Bonnet, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça, en tant que spécialiste des médias ? Oui. Disons que effectivement, c'est le principe même du stéréotype qu'il soit transmis de manière inconsciente et tout le travail que doit faire l'éducation, pour commencer, c'est de déconstruire les stéréotypes parce qu'ils sont essentialisés, c'est-à-dire qu'on les considère comme naturels et effectivement, un travail comme celui de Camilo, c'est aussi un travail qui déconstruit ces stéréotypes, qui dénaturalise les focales que l'on a habituellement sur les choses, les gens et les acteurs. Merci. Et que dans ce travail de représentation, je pense que tous les deux, vous avez vraiment travaillé à une certaine manière, en tout cas, de représenter des sportifs selon leurs propres termes. Et je pense que par rapport à ça, on ne peut que parler aussi des réseaux sociaux, de l'image, en tout cas, de l'identité numérique qui se crée à travers ces médias, qui se fait de plus en plus importante dans le sport. Parce que voilà, les sportifs, donc, comme on le disait, à la recherche de sponsors ou tout simplement de maîtrise de leur image, vont en tout cas investir ces réseaux pour faire entendre leur voix et souvent aussi dénoncer des violences structurelles liées à leur discipline ou au milieu sportif en général. Et voilà, je voulais vous présenter des posts Instagram assez récents de Clarisse Abnegnenou, qui est judokate française de haut niveau, qui a tout juste été sacrée au tournoi de Paris et 6 fois championne du monde de judo, qui, notamment sur ses réseaux sociaux, énonce la difficile conciliation entre sa carrière d'athlète et sa maternité. Donc voilà, elle explique par exemple qu'il n'y a pas de salle d'allaitement dans sa fédération de judo, qu'elle doit parfois allaiter au bord du tapis et subir les regards des spectateurs. Et en fait, pour elle, les réseaux sociaux, c'est une manière de profiter de sa notoriété pour parler de ces sujets. Et du coup, je voudrais vous poser une question un petit peu large. Est-ce que les réseaux sociaux réussissent là où les médias standards ne réussissent pas, justement ?
tout dépend de sa surface médiatique, hein. C'est toujours la même histoire, hein, parce que on va dire que c'est la loi de Pareto, 20% des comptes attirent 80% des regards. Et comme il a été dit, hein, dans la mesure où elle a une visibilité, elle a profité de sa visibilité, effectivement, il y a pas mal de remous, hein, autour de cette question, hein, sur l'allaitement, à tel point que au niveau du CREPS ou ailleurs, hein, il y a des questions et des programmes de recherche qui sont lancés, hein, sur la question de la maternité, qui est déjà un travail, hein. C'est déjà des choses qui ont été travaillées dans les sciences sociales, mais une accentuation sur la question de la maternité, de la gestion de la maternité quand on est sportif de haut niveau. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent permettre d'avoir un accès, enfin un regard que ne permettaient pas les anciens médias, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut arriver à percer, mais somme toute, c'est déjà une technicité qu'il faut acquérir, parce que là, je ne pense pas que ce soit elle qui ait fait ses photos, ni même son compagnon ou sa compagne. Voilà. C'est du temps. Les cohortes de jeunes sportifs, hein, sur lesquels nous travaillons au CREPS disent qu'après une journée d'entraînement, alimenter les réseaux sociaux, C'est un deuxième travail. Ouais. c'est un deuxième travail. Voilà. Et c'est un deuxième travail en termes de technicité, mais c'est aussi un deuxième travail en termes de temps. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là. Et puis, on reproduit des normes. Si on regarde ces photos qui sont très belles, on est quand même sur une mise en scène, c'est quand même extrêmement léché. C'est une fois de plus, on casse pas non plus les codes, hein, complètement. Par rapport aux réseaux sociaux, la différence majeure que je vois, c'est le fait de s'exprimer en son nom et d'avoir en fait d'être son propre média. Effectivement, il y a vraiment plusieurs catégories. Il y a le fait d'avoir des moyens et toute cette technicité qui permet en fait de romantiser son espace digital, de le poétiser, enfin de lui donner une direction en tout cas. Mais ce que je peux observer, c'est que des fois, d'une manière un peu plus brute et directe, sans pour autant avoir accès à beaucoup de followers, enfin de personnes qui observent, ce côté direct, ce côté je parle en mon nom et en fait je rends compte de ma réalité. Je trouve que c'est ça qui rebat les cartes en fait. C'est le fait que les intermédiaires et le traitement de l'information, il est beaucoup plus direct et que là voilà, c'est plus un témoignage. Je rends compte à travers mon propre regard de ce que je vis et je le fais avec qui je suis, mes moyens, l'axe que je veux donner. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce que même si parfois c'est pas très visible et qu'il y a une forme de reproduction et on revoit des codes, voilà, effectivement, qui sont les mêmes que ce qu'on peut retrouver dans les médias classiques, néanmoins, être son propre média, c'est quand même un changement fondamental, il me semble, dans notre société là aujourd'hui, de pouvoir prendre la parole et de n'avoir aucun frein pour voilà, exposer ce qu'on a envie d'exposer. Peut-être que Camilo, tu veux réagir? Ouais, moi, je suis vraiment pas un spécialiste ni du sport, ni du monde du sport, ni des réseaux sociaux, donc je dois déjà dire. Mais en fait, pour moi, c'est aussi une question très structurelle, c'est-à-dire que pour moi, je pense que les réseaux sociaux permettent justement de rendre visibles certaines questions, mais on est loin de pouvoir résoudre ces questions par une visibilisation des choses. Je pense que cette publicisation des problèmes publics peut mener justement à certains débats, mais à partir du moment où des facteurs vraiment structurels du type, en fait, il n'y a pas de financement, assez de financement public pour le sport et surtout pour le sport pratiqué par des femmes, pour moi, c'est ça le vrai enjeu. C'est un enjeu qui est beaucoup plus de l'ordre du politique et de l'ordre économique, qui est de l'ordre d'une visibilisation sur les réseaux sociaux. Cela dit, je pense que ça peut aider, ça peut contribuer. Mais en fait, c'est une des questions que je me souviens quand je faisais ces photos et je continue à faire un peu ce travail. Me disent beaucoup des jeunes joueuses que je rencontre, en fait, c'est qu'on ne peut pas vivre de notre passion. Contrairement à, par exemple, à des hommes qui peuvent aller après dans des ligues professionnelles, nous, quel est notre avenir? C'est vraiment une question purement structurelle, c'est qu'il n'y a pas les moyens pour pouvoir vivre de manière décente de sa passion. Donc
voilà, c'est aussi voilà, c'est une question aussi que je voulais soulever parce que pour moi, c'est aussi fondamental, quoi, cette question plus structurelle des fonds, quoi, des financements. Merci de l'avoir souligné. Et je pense qu'effectivement, c'est important de le rappeler. Mais je voulais quand même aussi rebondir sur ce que Valérie Bonnet disait par rapport au fait que indirectement, on ne casse pas forcément non plus les codes en parlant de ces sujets sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'amène à un deuxième compte Instagram que je voulais vous présenter brièvement. Mais en fait, je pense qu'on peut tous les prendre. Là, en l'occurrence, c'est Marie-Amélie Le Fur, qui est triple championne paralympique. Et en fait, vous m'aviez fait la remarque, mais c'est vrai que sur tous les comptes de sportifs, et notamment de haut niveau que j'ai consultés, il n'y a jamais de photos des entraînements. Est-ce que vous pouvez réagir ? Oui, c'est une fois de plus dans cette idée de don. Alors, le don de soi quand on est sportif ou quand on est artiste, mais aussi le don au sens où c'est l'idéologie du milieu sportif, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on est doué à la naissance. Hein, et de toute façon, tout le travail du sport, si je pense notamment à la GRS, hein, puisqu'elle est dans le travail d'Emma, c'est ce que disait la jeune fille hier, on souffre. On souffre énormément, ils ont des troubles musculo-squelettiques très très importants, mais on sourit et ça doit être parfait. Mais c'est exactement la même chose dans la natation synchronisée. Hein. L'eau n'est pas traumatique, mais en soi, c'est un travail énorme, hein, de faire de la natation synchronisée. Et donc, tout le travail sportif, c'est d'avoir un geste particulièrement pur et justement de cacher ce travail qui est derrière. C'est cette idée, hein, d'un don de soi, on se donne à sa pratique, mais aussi qu'on est doué en soi. Et donc, on ne va pas montrer l'entraînement. Tout simplement parce que ce que l'on montre, eh bien, c'est aussi la plastique et l'esthétique de certains gestes. Et ça, on le trouve... je vous ai fait la remarque pour avoir travaillé sur des comptes Instagram de rugbymen, mais la cohorte sur laquelle nous travaillons, qui est une cohorte de grimpeurs, c'est exactement la même chose. Et c'est aussi cet élément-là, hein, qui ressort clairement. Mais du coup, ce qui me fait dire aussi que cette invisibilisation des entraînements, c'est aussi une invisibilisation des ressorts financiers que ça peut entraîner. C'est comme si en fait, on est un corps sportif donc, qui arrive directement au niveau et que toutes les difficultés, y compris dans la mise en condition, en tout cas, du sport, n'existent pas. Effectivement, oui, c'est effectivement cela. Hein. C'est aussi structurel, hein, comme l'évoquait Camilo. Hein. C'est que c'est de la communication, une fois de plus. Hein. C'est de la communication et à travers ces comptes, parce que, bon, on ne fait pas non plus ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, hein, parce que de toute façon, il y a des modérateurs, et puis on ne fait pas ce qu'on veut parce que derrière, il y a des sponsors. Donc, on doit présenter une image, hein, qui correspond à celle des gens qui nous financent, hein, qu'elles soient les fédérations, qu'elles soient les clubs ou qu'elles soient les sponsors. Et pour attirer un certain nombre de followers, mais aussi, hein, derrière tout ça, c'est une vitrine, c'est une identité numérique pour attirer des sponsors, etc. On ne peut pas présenter n'importe quoi. On doit faire rêver. La communication, on doit faire rêver. Et je ne suis pas sûre qu'un corps souffrant soit quelque chose qui fasse rêver. Alors, si on pense, une fois de plus, hein, au corps de jeunes grimpeurs sur lesquels nous travaillons, c'est quand même des jeunes gens qui, à 18 ans, ont des fractures de fatigue parce qu'ils sont surentraînés. Donc, il y a eu une époque où, effectivement, il y avait un document, un ouvrage de photos de rugbyman qui s'appelait Chou-fleur, où on montrait, hein, les oreilles des avants. Voilà. Mais là, on était dans le folklore, hein, et c'était une autre époque. Mais un corps souffrant, un corps blessé, c'est pas quelque chose qui attire. Et c'est pourtant une réalité. Et c'est exactement ce que disaient les jeunes filles dans le documentaire d'Emma. Mais aussi, alors, quand on a un peu échangé... J'évoquais le compte de Théo Curin. Théo Curin, qui est donc handisportif, particulièrement en vue. Si on regarde le compte de Théo Curin, ce qui est quand même paradoxal, on ne voit pas beaucoup de photos où son handicap est visible. Alors,
où c'est vraiment une posture, et notamment il y a une photo qui a été prise par GQ où on le voit posté, où on voit très très bien sa prothèse. Mais ce conte-ci de Marie-Amélie Le Fur, somme toute, si on regarde bien, il y a une esthétisation de son handicap, et il n'est pas explicite, il n'est pas extrêmement visible. Ou quand il est visible, il est vraiment très très esthétisé, ce qui renvoie à cette campagne pour les JO paralympiques de Londres qui était Meet the Superhumans, où là on a une esthétisation, et donc on est dans, on va dire, voilà, le surhumain. Voilà. Merci. Je vois que le temps file, donc je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite pour aller voir donc, tout ce qui se cache au-delà de la performance sportive, à savoir les familles. Donc là, je vous ai partagé un post Instagram d'Antoine Dupont, voilà, rugbyman, qui, pour la fête des mères, souhaitait la fête des mères à sa mère sur les réseaux sociaux. Et en fait, il s'avère que, et c'est l'un des exemples, mais c'est pas le seul, qu'il rend hommage à sa mère absolument à toute fin de match, etc., qu'elle est toujours très présente. Et là, je voulais plus avoir vos avis, notamment à Emma et Nathalie, par rapport à la place des familles dans l'accompagnement des sportifs. Voilà. Donc, comment est-ce que vous l'avez perçu ? J'y vais. Je trouve que c'est un élément fondateur, en fait, les familles, et on parlait de visibilité là tout à l'heure, là pour le coup qui est très invisibilisé, de manière même volontaire au niveau des structures, au niveau des clubs, au niveau des staffs d'entraîneurs, parce qu'aujourd'hui, la famille, les parents, quand on a un jeune sportif de haut niveau en devenir, c'est plutôt un parasite que quelqu'un sur qui on s'appuie. Alors que la réalité, c'est que c'est l'écosystème le plus proche du sportif. Et l'idée, moi je sais que je travaille beaucoup sur ça, c'est comment on peut créer l'alliance, comment on peut créer aussi des relations tripartites avec l'entraîneur, les parents, le sportif. Et même moi, je vois quand j'accompagne des jeunes sportifs ou sportives, j'essaie de travailler aussi dans l'alliance avec leurs parents, parce que c'est au niveau culturel, en fait, c'est pas quelque chose qui est admis comme étant un levier. Et moi, j'entends souvent au bord des terrains. Enfin, moi-même, j'étais joueuse de basket, et mes parents venaient me voir de temps en temps. Et bon, ça se passait bien. Mais je voyais que pour certaines amies, ça se passait pas toujours bien, en fait, parce que effectivement, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi, en dehors de mes accompagnements de sportifs, je travaille sur la prévention auprès de jeunes sportifs aussi, et l'agressivité, la violence dans les tribunes, les incivilités, en fait, c'est très présent. Le poids, le travail sur la confiance, l'estime, et le poids du regard parental sur ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important dans le monde du sport. Donc, en fait, on a ces réalités qui cohabitent. Moi, ma conclusion sur ça, c'est de me dire il faut créer en fait des espaces d'échange, de discussion, de pouvoir permettre aux parents justement de pouvoir partager leurs difficultés, leurs questionnements, parce que c'est un monde très complexe dans lequel ils rentrent au travers de leur enfant, et sur lesquels des fois ils n'ont aucune information. On les met de côté, et donc voilà, soit il y a un retrait total, ou soit il y a un surinvestissement. Donc c'est vrai que en tout cas, c'est intéressant de pouvoir créer des espaces pour ça, d'échange, de réflexion, pour pouvoir mettre aussi les parents à leur place dans cet écosystème du sportif. Alors, moi, je vais en parler, mais mon expérience est moindre parce que je ne suis pas sportive et ma famille, du coup, n'a pas. C'est au travers de ce que j'ai vu. Mais donc, je vais parler par rapport à la famille dont les deux filles font de la GRS, et leur cousine faisait du foot. C'est vrai qu'il y a un énorme investissement de la part de leur famille. Une anecdote que m'a racontée Laurie, qui est ancienne joueuse du TFC, c'est que en fait, l'heure des repas, tout ça a été cadré en fonction des entraînements de Laurie. Donc pour gagner du temps, parce que sa mère travaillait, elle emmenait Laurie à l'entraînement, et pendant que Laurie s'entraînait, elle écossait les petits pois dans la voiture pour que quand on rentre, ce soit prêt, qu'il n'y ait plus qu'à faire cuire. Tout le monde, toute la famille tournait autour du mode de vie de Laurie. Et donc c'était une famille très investie. Et pour ses cousines,
pareil. Et après, il y a un rapport qui est avec l'entraîneuse qui est un peu particulier, où j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est comme ça souvent, mais en tout cas, et si c'est comme ça à chaque fois en GRS, mais du coup, cette entraîneuse qu'elle voit énormément, qu'elle connaît depuis qu'elle a à peu près, je ne sais pas, quelque chose comme 6 ans, c'est un peu comme une deuxième mère, et donc il y a un rapport complexe avec elle, qui est très ambivalent, et où je pense sa mère est méfiante vis-à-vis de son entraîneuse, parce que quelque part c'est assez complexe. Parce que toi, Camilo, dans l'enquête que tu as menée, donc tu resitues les joueuses de rugby par rapport à leur famille, mais en fait, la personne la plus proche que tu évoques assez régulièrement, ça reste le coach. Florian Clément, est-ce que tu peux peut-être parler de cette relation ? Oui, en réalité, bon, j'ai noué des relations un peu plus proches avec certaines joueuses, pas avec toutes les joueuses, notamment avec une combat. Et c'est vrai que, bon, en fait, j'ai rencontré la famille, j'ai rencontré les sœurs, mais disons que moi, j'étais aussi très intéressé par le lien avec le coach, qui était vraiment extrêmement fort, et notamment du fait aussi qu'il y avait, enfin, lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement investi. Et en fait, pour moi, c'était aussi étonnant de voir à quel point il y avait un engagement extrascolaire, il est enseignant de PS au collège, mais il s'investissait, je dirais presque le même taux horaire que pour ses cours. Donc, je pense que lui, il n'est pas vraiment présent dans les photos. Mais voilà, je tiens à parler aussi de son investissement, puisque aussi c'est cet investissement-là qui m'a permis de continuer la série et du coup de partir de Sarcelles pour suivre aussi un nouveau groupe de rugby women à Dessines, près de Lyon, que je suis depuis 2 ans, mais de manière un peu plus détachée, puisque c'est plus mon terrain d'études. Et du coup, c'est ce lien aussi joueuse qui m'a intéressé et qui est très fort et très important dans mon travail, même si lui, il n'est pas présent. Le temps file. Si vous avez des questions, en tout cas, c'est le moment. Ou si jamais des dernières remarques aussi. Oui, moi je vais compléter quand même du côté de la sociologie du sport sur la place des familles, parce que dans cette vocation, les familles ont un rôle essentiel. Après, il y a des discriminations sociales, en fait, tout simplement. Si une famille est investie dans une pratique sportive, de fait, elle accompagnera et la carrière sportive, ce qu'on appelle carrière sportive, pas professionnelle, mais en tout cas, l'investissement sportif durera parce que c'est un investissement familial. C'est ce qu'on voit avec la famille de pétanquistes. Et après, il y a des discriminations sociales au sens où ce qu'on retrouve dans ce que tu disais, c'est où il y a un fort investissement familial, donc voire un surinvestissement, voire une projection parentale, y compris pour des parents qui ont un investissement dans une pratique sportive et qui ne sont pas allés aussi loin que les enfants. Donc des phénomènes de projection. Ou au contraire, il y a des phénomènes de prévention, parce que n'ayant pas cette culture-là, n'ayant éventuellement des conflits de territoire entre parents et entraîneurs. Et donc l'autre discriminant, c'est aussi le niveau social. C'est-à-dire que en général, il est bien connu que les familles plus aisées mettent leurs enfants plus rapidement dans des activités motrices et les accompagnent plus de manière logistique, et puis ont plus de moyens aussi pour accompagner les enfants dans des pratiques sportives, mais qu'à partir du moment où la pratique sportive entre en concurrence avec les études, il y a un retrait familial. Ce qui est plutôt le cas inverse dans les milieux populaires, c'est-à-dire que le coach prend le relais, c'est un peu ce que montre Camilo, et avec cette forme d'investissement que peut représenter une carrière sportive pour une famille. Voilà. Et puis après, ce que montre l'enquête d'Emma, c'est les relations croisées, c'est-à-dire cette jeune footballeuse du TFC qui ensuite s'intéresse au sport mécanique, parce que le référent, là, c'est son oncle. Souvent, il y a des phénomènes genrés, justement, et là, il y a un croisement. En fait, c'est un autrui significatif, c'est-à-dire que son modèle, c'est son oncle. En fait.
Donc les choses, elles sont... Enfin, il y a un article de mes collègues qui dit « Les chiens ne font pas des chats ». Voilà, globalement. Et puis après, effectivement, dans d'autres milieux où il y a une prise en charge, on va dire, sociale, comme à Sarcelles, ça passe par d'autres autres significatifs qui ne sont pas forcément les oncles, qui sont pas forcément ou les cousines, mais qui sont les coachs, qui sont les profs de PS. Mais c'est pareil pour la lecture. C'est pareil pour les pratiques artistiques. Le rôle des documentalistes et le rôle des médiathèques. Je vous ramène le micro pour que tout le monde vous entende. Alors, Camilo ne vous entendra pas sinon. Moi, il y a quelque chose personnellement que je trouve dommage, c'est qu'on parle uniquement de certains sports. Cette focalisation sur le football notamment, sur le rugby, voilà, c'est essentiellement ces deux sports dans la représentation médiatique et dans la réalité du terrain au niveau de la pratique sportive. Il y a un peu le tennis quand même, je trouve qu'il y a pas mal de cours de tennis disponibles, enfin en tout cas par ici. Mais à part ces trois sports, je trouve qu'il n'y a pas trop de... Comment vous estimez qu'on peut développer une pratique plus diverse Parce que là, par exemple, tout à l'heure, avant de venir chez vous, j'étais sur RMC, là, il parle souvent de sport, là. Et par exemple, il y a un jeune homme qui disait il s'entraîne pour les JO pour le lancer de marteau, mais il a découvert par hasard. Et je ne sais pas comment il a découvert ce métier-là. Mais si on n'a pas dans la famille quelqu'un qui est issu de ce sport, voilà, comment favoriser une représentation plus... et une pratique aussi plus diversifiée. Je ne sais pas comment vous estimez, vous, en tant que... Est-ce que vous trouvez que c'est important ou pas Des fois, je me dis, c'est dommage que ce soit pas aussi différent, les sports qu'on présente et qu'on pratique. Je sais pas. Ça me fait penser à un exemple. On parle de diversité, on peut parler de diversité dans le sport. Je pense que c'est très très hétérogène. De toute façon, l'accès, tous les sujets dont on a parlé, on parle à chaque fois de sport au sens large, mais en fait, si on fait une focale sur chaque sport, en fait, c'est des réalités complètement différentes. Ça me fait écho à une initiative je sais qui a été mise en place depuis quelques années à Coulommiers, où il y a maintenant une licence. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une licence pour pratiquer plusieurs sports. Il y a pour les enfants, pour les ados et les adultes, et le fait de s'inscrire à cette licence, en fait, il y a des cycles, et pendant l'année, on va pratiquer plein de sports différents. Donc je vois aussi qu'il y a de plus en plus d'initiatives un peu dans ce sens, mais après, le nerf de la guerre, c'est les finances, et en fait, c'est le côté justement, les sports dont on parle beaucoup dans les médias, ce sont les sports en fait, où il y a tout un entertainment, en fait, il y a toute une histoire de divertissement au travers du sport, où ce n'est pas que le sport pour le sport, mais aussi pour tout ce que ça génère en termes de sponsors, de partenariats, de dynamique locale. Et donc, ce sont des événements et certains sports se prêtent plus à ça et culturellement sont plus implantés. Et donc là, il y a une espèce d'effet d'entraînement où on est... En fait, en réalité, on n'est pas du tout sur le même volet. Même si la porte d'entrée, c'est une pratique physique, en fait... je le vois, c'est en train de vraiment avancer très très fort dans notre pays sur plein on voit le foot, le rugby, mais d'autres sports, c'est surtout les sports co, où en fait, là, quand on vient assister à un match, par exemple, on vient comme on viendrait au spectacle. Et c'est pas du tout la même chose sur d'autres sports qui sont beaucoup plus confidentiels, où déjà, il n'y a pas cette culture du spectateur, de la tribune, du moment, du match. Donc je pense que ça joue beaucoup. Et donc du coup, c'est tout un cycle en fait qui se crée autour de ça. C'est ce qu'on appelle le complexe sport média, mais il existe depuis les origines du sport moderne. C'est-à-dire que... Non mais j'ai pas fini. Excusez-moi. Je sais pas. Si vous souhaitez que je vous réponde, je vous réponds. Si vous ne souhaitez pas, je vous réponds pas. C'est pas un problème, vraiment. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est un complexe qui est le sport moderne et les médias sont nés en même temps.
et qu'il y a un certain nombre de médias, enfin de compétitions qui sont nées justement pour remplir les pages des journaux. Ça, c'est une chose. D'un côté, il faut pas se leurrer. Le sport, ses origines, ce ne sont pas du tout des origines populaires. Le sport, au départ, c'est une activité de la gentry. C'est des activités des colleges en Angleterre. Il n'y a pas de pratiques populaires. Les pratiques populaires sont arrivées plus tard sous l'impulsion des gouvernements pour des raisons hygiénistes. Voilà. Donc, du départ, si vous voulez, la notion de sport-spectacle, elle est là. Et on parle du vélo. Hein. Là, je vous parle du Tour de France, qui a été créé par le journal Lotto. Donc, même s'il y a eu, effectivement, après, dans les années 30, un engouement pour la bicyclette. Après, il y a deux choses. Il y a le sport amateur et le sport professionnel. Il s'avère que le sport professionnel est une vitrine qui permet de générer, justement, un intérêt du côté du sport amateur. Comment ce jeune homme a-t-il connu le lancer du marteau ? Il y a une forte chance pour qu'il ait connu ça au JO et la médiatisation des JO. Et c'est pas pour rien que les fédérations se battent pour pouvoir être présentes au JO. Parce que c'est une formidable vitrine tous les 4 ans. Et notamment, au JO, il y a une catégorie qui est la catégorie justement en démonstration, qui permet de faire connaître cette pratique. Donc c'est un complexe très important. Après, vous me dites l'équitation n'est pas médiatisée. Si, l'équitation a été médiatisée à une époque. À l'époque de Japlou, etc., etc. Mais vous êtes, en tant que pratique sportive, vous êtes présente dans les médias si vous avez des stars, tout simplement. C'est-à-dire que quand on avait un cheval particulièrement populaire, un cavalier particulièrement populaire, Pierre Durand, etc., c'était présent. Voilà. Vous avez eu la même chose pour la danse sur glace. À l'époque de Sonia Bonali, voilà. Vous aviez du public, les gens étaient intéressés parce qu'il y avait une vedette qui était une vedette française. Il y a des popularités qui sont extrêmement fluctuantes. C'est vrai pour le basket, c'est vrai pour le hand, etc. Et en même temps, en karaté, on a un champion d'Acosta. Oui. Alors, je suis vraiment navrée. Je vous propose qu'on continue, qu'on poursuive cette conversation, mais de manière un peu informelle, parce qu'on a d'autres activités qui se poursuivent ici. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos questions et votre présence. Et merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Merci, avec plaisir. Merci.